Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner Antonin André. Bonsoir Antonin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Chef du service politique du JDD. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Guillaume Bigot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Et merci de venir du territoire de Belfort jusqu'ici dans le studio d'Europe 1, député Rassemblement National du territoire de Belfort. Pourquoi est-ce que votre censure est moins populaire que celle de LFI ? Pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas sectaires. Et donc nous votons les censures d'où qu'elles viennent, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Français. LFI est dans la posture, dans le petit théâtre de l'antifascisme. Vous le regrettez, vous le condamnez ? Non, parce que nous préférons sincèrement être isolés des partis. Je pense que les partis ne donnent pas un spectacle très intéressant, et être un parti à part. Et nous préférons être isolés des partis plutôt qu'être isolés des urnes et de nos concitoyens. Comment est-ce que vous pouvez à la fois critiquer sans cesse les Républicains et à la fois, là dernièrement, leur tendre la main ? Écoutez, c'est à nouveau la même réponse, c'est-à-dire c'est l'intérêt supérieur du pays. Attendez, vous parlez comme les macronistes là. Non, eux c'est l'intérêt supérieur de l'Union européenne. C'est pas tout à fait la même chose. Ils le pensent très fort, en tout cas. C'est votre interprétation, Guillaume. Non, c'est pas moi. Écoutez, la souveraineté européenne, c'est d'abord quelque chose de parfaitement inconstitutionnel. Ça n'existe pas dans notre constitution, et c'est une sorte de monstre qui est sorti du cerveau du président de la République, que je n'ai malheureusement pas inventé. En tout cas, pour en revenir à LR, vous savez, nous, on fait pas de la politique à la tête du client, on fait pas de la politique avec des problèmes de personnes, et on fait pas de la politique, d'une certaine façon, avec des étiquettes ou des boutiques. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fond, c'est les idées, c'est de se battre pour une ligne. Alors, bien sûr, si un jour il y a une alliance, vous savez, c'est un peu comme dans l'immobilier, ça. Vous pouvez pas avoir la vue plein sud, le grand balcon, la cuisine à l'américaine. Il faut bien lâcher sur quelque chose. Antonin André, c'est la logique des... Mais peut-être qu'il l'a d'ailleurs. C'est normal, il travaille sur Europe 1. D'accord. En réalité, le problème de l'alliance, c'est pas que nous ne voulons pas d'alliance, c'est que c'est très difficile de faire l'alliance avec des gens qui ne cessent de vouloir appeler à faire barrage contre vous pour des raisons parce que vous seriez sulfureux, etc. Et en fait, qui font élire LFI, ou qui sont prêts à avaler leur chapeau de la réforme des retraites juste pour ne pas être avec vous. C'est ça qui est étonnant. C'est de moins en moins le cas. Tant mieux. Bruno Retailleau, d'ailleurs, a appelé, dans une législative partielle récente, à voter contre la gauche. Et pas donner une voix à la gauche. Pas donner une voix à la gauche. Et sincèrement, on l'en félicite. À voter, s'il le fallait, pour le Rassemblement National. On l'en félicite, et on s'en félicite sans aucune... sans aucun esprit partisan. Est-ce que vous Mais vous avez remarqué tout de même que Jordan Bardella a tendu la main à M. Retailleau, parce qu'on nous explique en permanence... Marine Le Pen. Oui, mais enfin bon, écoutez, on est dans... Il y a un hiatus entre les deux, c'est-à-dire que Marine Le Pen refuse de considérer que le Rassemblement National est à droite. Elle dit c'est un parti qui n'est ni de droite ni de gauche. Là où Jordan Bardella, lui, a une tendance stratégique qui consiste à croire en l'union des droites. En même temps, elle laisse faire Jordan Bardella. Mais vous savez, en politique, et souvent, la tactique est le complément de la stratégie. La stratégie, elle est gaulienne. Elle est gaulo-bonapartiste, si vous voulez. C'est-à-dire que la France, disait le général de Gaulle, ce n'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est la France. Bon, eh bien, écoutez, il y a une vision comme ça, qui est de transcender les clivages, de faire un en même temps en face. C'est-à-dire, c'est pas un en même temps avec l'état de droit, avec plus de migrants, avec plus de dépenses, avec plus d'Union européenne, c'est un en même temps, justement, en miroir contre. Maintenant, la tactique, aujourd'hui, le moment politique, eh bien, effectivement, Macron nous a offert sur un plateau une alliance avec LR, parce qu'en réalité, le moment politique tactique, effectivement, il est maintenant d'unifier les droites, absolument. Attends, les LR ne vous ont pas suivi. Ils ne vous ont pas suivi sur la censure, que ce soit la première ou la deuxième, d'ailleurs. Écoutez, ils se sont reniés eux-mêmes. Ah, voyez, vous commencez à les critiquer. C'est le problème. Mais à propos de stratégie, justement, est-ce que vous ne vous retrouvez pas... Là, on referme une phase avec ces deux motions de censure, et puis on se projette vers la discussion sur le budget. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu dans une ornière stratégique, dans le sens où vous réclamez une dissolution dont on sent bien qu'elle n'arrivera pas? Et est-ce que ça ne vous pose pas un problème aux yeux de votre électorat de dire dissolution, avec à l'arrivée pas de dissolution? Guillaume Bigot. Alors, je vais répondre à ça. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que nous allons avoir une attitude non coopérative d'opposition systématique de ce qu'on appelle techniquement la flibuste parlementaire, c'est-à-dire bourrer le Parlement avec des amendements. Donc, quand il y aura un débat sur le budget qui va s'ouvrir, première partie sur les recettes, une semaine de débat, M. Le Cornu nous a dit, attendez, c'est libre discussion. Chiche. Donc, nous, on va essayer de retirer un certain nombre de dingueries fiscales déjà dans la partie recette, et on va bien ce qui va se passer. Mais on va pas bombarder d'amendements pour bloquer. LFI va faire ça.
Donc nous, on n'est pas dans l'opposition systématique. La censure n'est pas passée, dont acte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Enfin, on peut pas. Je dis toujours, on peut être plus réaliste que le roi, pas plus démocrate que le peuple. On peut pas non plus être plus parlementaire que le Parlement. Enfin, si vous voulez. Donc vous refermez quand même. Il n'y a pas de majorité pour la censure. Il n'y a pas de majorité pour la censure. La page de la dissolution, si je vous suis bien, pour vous projeter dans une discussion budgétaire dans laquelle comme dirait vous l'autre, allez pour jouer l'instant, votre rôle de parti responsable et. Bien sûr. Ce n'est pas incompatible à nouveau. En vérité, on pense que l'intérêt du pays, c'est la dissolution. En fait, ce serait la démission, mais la démission est à la main du président de la République. La dissolution, il n'en est pas question parce que de notre point de vue, ça affaiblirait la figure même du président de la République, les institutions de la 5e, et qu'en plus, de toute façon, contrairement à ce que racontent ces menteurs de LFI, il n'y a aucune majorité au Sénat, donc ça ne passera jamais. Donc, il reste la dissolution qui est un moindre mal. Mais bon, que faire d'autre? Et donc, en réalité, il me semble qu'aujourd'hui, la question de la censure va sans doute revenir. Pourquoi? Parce que l'achat des 18 votants qui manquaient pour faire passer la censure, sont essentiellement les socialistes. Et les socialistes ont été achetés avec un deal qu'ils n'ont même pas compris eux-mêmes. Alors, j'essaye d'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas compris le deal? Parce qu'ils ne savaient même pas par quel véhicule législatif cette réforme des retraites allait être suspendue. Ils réclamaient à corps et à cri la suspension. Voilà. Et il y avait deux solutions. Soit c'était un texte de loi en tant que tel, soit c'était un amendement. Eh bien, en l'occurrence, ça sera un amendement. C'est ce que le Premier ministre a avoué du gouvernement, exactement, dans le au budget sein de la Sécu. Voilà, de ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, ça veut dire concrètement que les socialistes vont devoir avaler toutes les couleuvres. Et je peux vous dire qu'elles sont très très grosses, c'est plutôt des boas d'ailleurs, à l'intérieur de ce PLFSS, avant que leur amendement puisse passer, si tant est qu'il passe. D'accord? Donc en fait, c'est une promesse qui ne sera évidemment pas tenue. Bien sûr que cette réforme des retraites ne sera pas suspendue, et bien sûr que la pression contre le Parti socialiste va augmenter parce qu'ils ont sauvé leur poste, ils ont sauvé leur place, ils ont sauvé leur mandat uniquement parce qu'ils ont fait croire à l'opinion publique de manière fallacieuse qu'ils avaient réussi à suspendre la réforme des retraites. Et quand la population verra que c'est un mensonge, et c'est assez grave comme mensonge d'ailleurs, parce que là, je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas... Attendons que ça arrive, parce que vous allez la voter, vous, la suspension, quand elle va arriver, puisque vous participez au débat budgétaire. Oui. Donc si vous la votez et que les socialistes la votent aussi, un compromis étant j'ai un gain et j'encaisse des pertes, ça peut aussi convenir aux socialistes. On va voir, mais encore une fois, il faudrait avaler le PLFSS, et nous n'avalerons pas le PLFSS parce que le PLFSS, on peut en parler. Enfin, grosso modo, par exemple, toutes les lignes rouges... Le projet de loi de finances de la Sécu. Exactement, toutes les lignes rouges sur ce projet de loi de finances sécurité sociale, mais comme sur le budget, fixé par les LR, je me suis amusé à regarder tout en France. La déclaration de M. Wauquiez du 7 septembre 2025 sur LCI, qui est assez intéressante. Il dit finalement, on a trois lignes rouges. Première ligne rouge, pas d'augmentation d'impôts. Ça tombe bien, puisque le projet de M. Lecornu, c'est 19 milliards en plus. 14. Bon. Selon le Haut Conseil aux finances publiques. Oui, mais avec 5 milliards qui sont des rabotages. Donc ça, qui sont par exemple, on va retirer un avantage qui consistait à les frais de scolarité, on les retirait, on les défiscalisait, on les dégrévait. Donc, quand vous supprimez un avantage, c'est comme de vous augmenter les impôts en réalité. Deuxième ligne rouge, je disais, pas de baisse de pension de retraite pour les Français qui ont travaillé longtemps, etc. Ben, ça tombe bien parce que les pensions vont être gelées pour 3,8 milliards. Donc, deuxième ligne rouge complètement enfoncée. Et troisièmement, il y aura, dit-il, on ne laissera pas faire autre chose qu'un maximum d'économies sur les dépenses publiques. Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a 28 milliards de dépenses en plus, et qu'il s'agisse par exemple de l'aide médicale d'État, ou qu'il s'agisse de la contribution de la France à l'Union européenne, ou qu'il s'agisse des dingueries que j'ai vues de très près, c'est-à-dire l'aide publique au développement avec du multilatéral, en veux-tu en voilà, avec des milliers d'agences de l'ONU à qui on distribue de l'argent généreusement. Rien de ces économies ne peut être constaté dans ce budget. 28 milliards de dépenses en plus. Donc toutes ces lignes rouges vont être enfoncées. Et c'est la même chose pour le Parti socialiste. Eux aussi ont mangé leur chapeau. Comment vont-ils expliquer à leur électorat, eux, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin fiscal, les héros de la justice fiscale, que par exemple les tickets restaurants vont être taxés? C'est complètement fou. Comment vont-ils expliquer que les revenus des étudiants, les étudiants parfois ont besoin de bosser, justement, c'est un sujet social quand même assez lourd, et c'est pas le cas dans ma génération, mais beaucoup d'étudiants malheureusement sont obligés de travailler avec les effets que ça a sur leur réussite à l'université. Eh bien là, on va fiscaliser les revenus des étudiants. Non mais, comment les socialistes vont vendre ça? Bon courage à eux. On va leur poser la question puisqu'ils seront invités juste après vous dans cette émission. Il y a aussi le sujet du carburant, le E85 qui est le carburant
j'allais dire écologique. Et là aussi, alors on avance dans l'écologie, puis finalement on se reprend une porte sur les ZFE, et puis finalement on va taxer les carburants qui sont dits écologiques. Ça, c'est une incompréhension. C'est quelque chose que vous allez combattre également? On va le combattre vraiment pied à pied, parce que derrière cette question de la taxe des carburants, ce qui avait déclenché, souvenez-vous, les Gilets jaunes, c'était quand même ça qui avait mis le feu aux poudres d'une certaine façon. Là, c'était sur le gazole. Bon, enfin bon, on est sur le sujet de l'énergie, sur le sujet des taxes sur les essences, de l'énergie, et on est derrière sur un espèce de monstre du Loch Ness, enfin un truc énorme qui s'appelle le Green Deal. Voilà. Là, cette espèce d'usine à gaz soi-disant écolo pondue par l'Union européenne, qui pèse vraiment des dizaines de milliards sur nos finances publiques, et qui aboutissent à quoi? À exploser littéralement le déficit commercial de la France, au profit de gens qui ne sont pas taxés, qui ne vont pas avoir des normes sur le dos, et qui aboutit à quoi finalement? À délocaliser des industries. On parle d'industrialisation, mais l'énergie est 2 à 3 fois plus chère grâce à ce Green Deal. Donc en fait, on va augmenter le CO2 grâce au Green Deal. C'est formidable, et payer à la fin. Merci beaucoup Guillaume Bigot d'avoir été l'invité d'Europe 1.